Jean-Luc Romero-Michel, vous êtes adjoint à la mairie de Paris, vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Votre engagement politique est tourné vers l'humain. C'est-à-dire que je suis un politique un peu atypique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un pied dans la politique et un pied dans l'associatif, et parce que je pense que ça nous permet de rester d'abord dans le concret. Et puis, c'est vrai que je porte depuis longtemps des combats qui sont autour, évidemment, à la fois des droits de l'homme, qui est d'ailleurs ma délégation à la mairie de Paris, le fait qu'on puisse vivre et mourir chacun dans la dignité, et puis des combats liés à la lutte contre les discriminations et bien sûr à la lutte contre le sida, surtout aujourd'hui où on sait que peut-être dans une dizaine d'années, on pourrait vivre enfin dans un monde sans sida. Alors, si vous le voulez bien, on va parler ensemble de la douleur, de la dignité des patients et de la fin de vie. Prenons les sujets dans l'ordre. La douleur en premier. Vous savez, sur la question de la douleur, la France a eu beaucoup de mal pendant très très longtemps à prendre en compte cela. C'est-à-dire qu'on estimait qu'à partir du moment où on soignait les gens, bah voilà, la douleur était quelque chose qui pouvait arriver, ce n'était pas l'essentiel. Et je pense que les années 80, et notamment d'ailleurs le combat contre le sida, a fait que c'est devenu à un moment une certaine priorité parce qu'on ne pouvait pas laisser des personnes dans la souffrance, dans la douleur. Je rappelle quand même que jusqu'aux années 80, même l'ordre des médecins était opposé à ce qu'on utilise la morphine et qu'il a fallu se battre pour qu'on puisse utiliser ce produit. Avant, on nous disait, attention, la morphine, ça va accélérer la mort. Bah, quand on est dans des souffrances atroces en fin de vie, je pense que c'est pas très grave. Et puis, on sait que quand c'est dans une période normale, ça n'accélère absolument pas la mort et ça vous rendra pas pour autant addict à ce produit. Et donc, heureusement, les institutions ont changé. Maintenant, il y a des plans antidouleurs, mais on sait bien que les moyens ne sont pas toujours à la hauteur, que les personnels de santé, hormis évidemment dans les centres antidouleurs, mais les personnels de santé, les médecins que vous voyez, n'ont pas forcément toutes les clés. Et je crois que ça reste aujourd'hui un défi parce qu'il n'y a aucune raison de souffrir et d'avoir notamment des douleurs physiques. Donc, soigner, c'est une chose. Prendre soin, c'est autre chose. Et les deux sont importants. On parle de plus en plus de médecine intégrative. On parle aussi de dignité du patient. Là aussi, il y a des choses à dire sur la dignité. Mais le patient, il doit être respecté. Vous savez, on a longtemps vécu dans un système où, en fait, on s'occupait surtout des gens qui étaient autour du lit. À la fois les soignants, parfois aussi les proches, et pas vraiment de la personne. C'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes malade, que vous êtes par exemple à l'hôpital, il y a évidemment ce syndrome, vous êtes allongé, et en face, les soignants sont debout. Donc, il y aura toujours cette espèce de chose qui est difficile à dépasser. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une autre époque, c'est-à-dire que chacun juge ce qui est le mieux pour lui ou pour elle, juge quelle est sa dignité, ce qu'il peut accepter, ce qu'il ne peut pas accepter, d'où l'importance aujourd'hui du nouveau rapport qu'on doit avoir avec nos soignants, c'est-à-dire un rapport le plus égalitaire qui soit. Et je crois que les soignants sont les premiers aujourd'hui à le réclamer parce qu'ils ont une expérience, ils ont fait des études, ils ont une connaissance qu'en tant que malades, nous n'avons pas, mais c'est à nous de décider ce qui est le mieux pour nous. Et donc, si par exemple on hésite entre certains traitements, eh bien le rôle du soignant, c'est de dire, ben voilà, il y a tel et tel traitement, celui-là va vous donner tel effet, tel autre effet et tel effet secondaire. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais ce traitement-là. Maintenant, à vous de décider, de peser le pour et le contre. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Et c'est pour ça que chacun veut décider de ce qu'est sa propre dignité et de ce que sont ses propres choix. Le patient passif, c'est fini. D'ailleurs, patient, c'est pas le bon mot. C'est plus le bon mot. Hein? Non, mais tout à fait. Je pense que les gens veulent être acteurs ou actrices de leur santé. Ça vient des années 80 et la démocratie sanitaire depuis a énormément, heureusement, progressé, mais pas encore suffisamment, mais on le voit très clairement. Et c'est vrai que l'arrivée d'Internet, où il peut y avoir le meilleur et le pire, on voit bien que chacun, quand on a, par exemple, une annonce pas très agréable d'un médecin, une des premières choses qu'on fait, c'est d'aller vérifier sur Internet. Alors, il y a des sites formidables qui donnent les bonnes infos et d'autres non. En tout cas, il y a aujourd'hui cette volonté de jouer un rôle dans sa santé. Et je pense que c'est important pour soi-même, mais c'est aussi important pour le soignant, parce que je pense que quand on est vraiment impliqué
dans son soin, dans cette bataille contre la maladie, contre un cancer, contre le VIH, contre toute maladie qu'on pourrait avoir. Je pense qu'on est plus fort et on sait très bien que dans ce domaine-là, les personnes qui ont une vraie volonté, peut paraître bizarre, c'est pas prouvé scientifiquement, mais en tout cas, on sait que les gens qui sont des vrais acteurs de santé, souvent se battent certainement plus efficacement contre la maladie qui malheureusement les touche. La fin de vie, est-ce qu'il faut faire évoluer la loi et comment il faut la faire évoluer? Alors sur la fin de vie, on voit bien que depuis 25 ans, on vit en France au gré des affaires. Il n'y a pas une semaine où on n'apprend pas que quelqu'un a dû partir en Suisse pour mourir comme il le souhaitait, partir en Belgique ou se pendre d'une manière tragique parce qu'il n'était pas entendu et qu'on ne voulait pas l'aider. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas mis les moyens sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens sur le début de la vie, et tant mieux, et il faut continuer. On se bat toutes et tous pour ça. Mais on a l'impression que dès qu'on arrive à la fin de la vie, on n'est plus des citoyennes et des citoyens comme les autres. Et la première des choses, c'est de faire que la fin de la vie soit traitée de la même manière que le début de la vie. On a donné beaucoup pour la société, on a été un citoyen, une citoyenne engagée, on a payé des impôts et on est un citoyen jusque sa mort. Et c'est pour ça que d'un côté, il faut mettre les moyens, notamment pour l'accompagnement en soins palliatifs. C'est pas normal que dans un pays riche comme le nôtre, il y a à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin qui peuvent aller dans une unité de soins palliatifs, qu'il y a seulement quelques centaines de milliers de personnes qui peuvent bénéficier d'au moins un soin palliatif, d'une équipe mobile qui va venir, parce que voilà, les pays qui nous entourent ont réussi à permettre cet accès quasi universel aux soins palliatifs. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais on sait que les soins palliatifs ne sont pas suffisants dans certaines situations. On sait qu'il y a certaines maladies, je pense maladie de Charcot, etc., où les souffrances à la fin sont atroces et où les gens n'ont pas envie de vivre ce calvaire. Et on doit leur donner une porte de sortie. On doit leur permettre d'éteindre la lumière. Et c'est pour ça que j'espère, dans ce grand débat qu'a lancé le président de la République et qui va durer jusqu'au début de l'année prochaine avec, je l'espère, une loi. Il faut que chacun puisse s'exprimer parce que vous savez, la fin de vie, personne ne sait ce qu'il voudra vraiment. C'est au moment où on y est confronté. On doit être dans le doute jusqu'au bout. J'entends des gens qui ont plein de certitudes sur leur fin de vie. C'est formidable, mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'une loi qui donne le champ des possibles. Pouvoir mourir dans les soins palliatifs si on est très malade, ça doit être un choix. Ça ne doit pas pouvoir être refusé. Et de l'autre côté, bénéficier d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Voilà. Et je pense que les pays qui nous entourent, et aujourd'hui la France est quasiment entourée de pays qui permettent ce choix-là, ont montré que, eh bien, on y mourrait mieux et on y mourrait plus serein, parce que paradoxalement, plein de gens vont pas utiliser l'euthanasie. Ça restera 2, 3, 4% des morts. Mais savoir qu'on peut avoir aussi cette porte de sortie, si par exemple dans les soins palliatifs c'est pas suffisant, eh bien c'est un moyen de mieux mourir parce que souvent la mort n'est pas forcément aussi terrible qu'on aurait pu l'imaginer. Eh bien écoutez, je vous remercie. Douleur, soigner, prendre soin, fin de vie, mourir et être soigné dans la dignité. On va parler de tout ça le 15 octobre avec vous aux entretiens médico-languins. Vous serez là pour intervenir, pour répondre aux questions du public et pour dédicacer votre ouvrage. Merci Jean-Luc Romero-Michel. Merci beaucoup.